Bonjour à tous, c'est professeur Nissoum. Je vais vous parler aujourd'hui des actualités thérapeutiques de la maladie de Berger. Donc, comme vous savez, lorsqu'on a un patient dont la biopsie revient en faveur de dépôt d'IgA, c'est-à-dire prédominant, ici, il faut faire la première étape qui est Donc, la première étape consiste à éliminer toutes les causes secondaires, notamment le purpure rhumatoïde, les causes secondaires d'IgA, les infections HIV et les infections virales hépatitiques, les inflammations de l'intestin, tout ce qui est maladie inflammatoire intestinale, comme le Crohn, etc. Les maladies auto-immunes, mais aussi tout problème hépatique, de cirrhose hépatique. Il ne faut pas oublier que dans la physiologie des IgA, leur clairance passe par le foie. Donc, s'il y a un problème de foie, de fonction hépatique, les IgA vont s'accumuler. Donc, c'est ça ce qui fait qu'une cirrhose hépatique va entraîner des dépôts d'IgA. Il faut aussi éliminer toute GNA infectieuse qui peut être associée à des dépôts d'IgA. Donc, quand on va éliminer tout ça, on va dire que c'est une IgA idiopathique, donc la maladie de Berger. Et lorsqu'on arrive à ce diagnostic-là, il faut scorer. Donc, les anapathes connaissent très bien ce score, le MEST score, qui associe une évaluation de la prolifération mésangiale, de l'hypercellularité endocapillaire, de la sclérose segmentaire, de l'atrophie tubulaire et la fibrose interstitielle, mais aussi la présence de croissants. Donc, on aura un score, ce qui va nous permettre de classer le risque du patient d'un risque léger, modéré ou à haut risque. Donc, tout ça va nous aider énormément. Donc, l'anapathe doit être vraiment précise parce qu'ils vont déterminer notre conduite à tenir thérapeutique. Il y a aussi un autre score très très intéressant, c'est l'IgA néphropathie prédicteur tool. C'est une application sur internet, vous allez juste cliquer dessus, vous allez remplir les informations de votre patient, il va vous donner une estimation du risque d'une insuffisance rénale sur les 6 ans à venir. Donc, c'est très très intéressant, ce qui va vous permettre en fait de choisir d'une façon raisonnable le traitement. Si mon patient a un risque élevé de faire une insuffisance rénale chronique au bout de 1 an, pourquoi aller vers un traitement extrêmement agressif avec tous les effets secondaires? Donc, ce score-là, c'est une application avec des critères qu'on va introduire, l'âge, la race, la protéinurie, etc. Ça va vous donner un score qui va vous permettre de prédire l'insuffisance rénale chez vos patients. Toutes les CADIGO en ce moment nous demandent d'introduire les patients sous IgA, qui ont une IgA idiopathique, néphropathie à IgA idiopathique, dans des cohortes d'études. Mais bon, là, on ne l'a pas, c'est le registre. En fait, il faut introduire les patients de maladie de Berger dans des registres. Ça n'existe pas en Algérie. Et la première chose à faire chez ces patients, c'est finalement le traitement de néphroprotection. Donc, on va maintenir une tension artérielle normale avec l'utilisation de IEC-ARA2, une hygiène de vie, une diminution du risque cardiovasculaire. En fait, on va demander aux patients de faire un régime et d'être sous traitement pour équilibrer la tension artérielle. Alors, la tension artérielle objective, c'est-à-dire celle qu'on veut atteindre, c'est une tension artérielle systolique inférieure à 120 mm de mercure. Maintenant, si notre patient, au bout de 3 mois, il n'a pas diminué sa protéinurie est toujours supérieure à 1 g par jour, malgré tous les moyens qu'on a dit, c'est-à-dire équilibre de la tension artérielle, dose maximum de IEC-ARA2, il a perdu du poids, il fait du sport, il fait un bon régime, le risque cardiovasculaire est diminué, mais la protéinurie est toujours élevée. Dans ce cas,
Ils redisent toujours qu'il faut introduire dans une cohorte d'études, etc. Bon, on passe. Donc, si le patient à ce moment-là a un débit de filtration inférieur à 30 ml minute, il ne faut pas tenter le diable, on ne va pas donner un traitement très fort pour ces patients, on va juste continuer le traitement symptomatique, néphroprotecteur, etc. Maintenant, si le débit de filtration est supérieur à 30 ml par minute, en fait, c'est ça la différence entre les Cadigo 2020 et les Cadigo 2021. Donc, c'est ici la différence. Donc, inférieur à 30, supérieur à 30. C'est pas comme les Cadigo 2020. Ici, on va évaluer le risque corticoïde de nos patients. Est-ce qu'il va prendre ces corticoïdes il n'aura pas d'effet secondaire, il n'aura pas de complications, etc. Donc, on va évaluer le risque-bénéfice, la balance risque-bénéfice, en sachant que toutes les études, absolument toutes, ont introduit des patients dont la protéinurie est en moyenne 2,4 grammes par jour. Donc, vraiment, c'est des patients qui ont une protéinurie élevée. Hein. Ceux-là ont été mis sous immunosuppresseurs. Donc, il faut évaluer le risque-bénéfice d'introduire un traitement immunosuppresseur dans les glucocorticoïdes. Donc, il faut voir l'âge, le metabolic syndrome, l'obésité, etc., la présence les porteurs chroniques d'hépatite B, etc. Et on va décider par la suite si notre patient peut supporter une corticothérapie. En sachant que ce schéma-là ne s'applique absolument pas aux maladies de Berger avec lésions minimes, c'est-à-dire une LGM associée, c'est-à-dire un syndrome néphrotique avec à la biopsie des dépôts d'IgA avec lésions glomérulaires minimes. Et ça ne s'applique pas aux maladies de Berger avec insuffisance rénale aiguë et ça ne s'applique pas avec maladie de Berger avec GNRP. Donc ceux-là ont un traitement à part. Et ça s'applique bien sûr automatiquement, ça ne s'applique pas aux vascularites qu'on a éliminées, aux maladies à dépôt d'IgA qu'on a éliminées au tout début. C'est-à-dire tout ce qui est purpure rhumatoïde, tout ce qui est IgA secondaire, tout ce qui est glomérulonéphrite post-infectieuse à dépôt d'IgA. Donc ceux-là sont à éliminer. Donc au départ, je vais éliminer le purpure rhumatoïde avec l'atteinte extra-rénale. Je vais éliminer toutes les causes de dépôt d'IgA secondaire et je vais éliminer un tableau infectieux. Et à ce moment-là, je vais commencer étape par étape. Je vais mettre 3 mois de traitement IECRA2 avec un changement de style de vie, etc. Si ça ne répond pas, sa protéinurie est supérieure à 1 gramme par jour après 3 mois de traitement néphroprotecteur. Ici, je vais évaluer le patient. Est-ce que la fonction rénale est inférieure à 30 ou supérieure à 30 ? Si c'est inférieur à 30, je continue parce qu'il n'y a plus rien à cirer. Si c'est supérieur à 30, dans ce cas, je vais proposer les glucocorticoïdes à mon patient tout en prenant vraiment l'évaluation bénéfice-risque au sérieux. C'est-à-dire, je vais voir est-ce que mon patient va supporter cette corticothérapie. Il faut savoir que ce schéma ne s'applique pas au syndrome néphrotique, c'est-à-dire maladie à IgA avec syndrome néphrotique liée aux lésions glomérulaires minimes, ni à maladie de Berger avec insuffisance rénale aiguë, ni à la maladie de Berger associée à une GNRP. Donc, il y a certaines pratiques comme ça qu'on a toujours eues dans la tête par rapport à la maladie de Berger, c'est l'amygdactomie, c'est-à-dire enlever les amygdales. Ceci n'a prouvé son efficacité que dans la population japonaise. Donc, cette population a vu une amélioration vraiment très importante de la protéinurie lorsqu'on enlevait les amygdales. Et dans la population chinoise, ils ont remarqué que finalement le MMF était beaucoup plus efficace qu'une dose importante de glucocorticoïdes, un schéma de glucocorticoïdes qu'on va faire tout de suite. Donc, on ne sait jamais, on peut avoir des patients de ces races-là, surtout pour les Chinois, ils sont souvent ici en Algérie. Donc, si vous avez un patient de cette race-là, préférez plutôt MMF avec une toute petite dose de corticoïdes qu'un traitement corticoïde à dose pleine.
Et toujours évaluer le bénéfice-risque. Ils insistent beaucoup sur ça. Donc, à ne pas faire lorsque le patient a une fonction rénale inférieure à 30, lorsqu'il y a diabète déséquilibré, obésité, des infections latentes, des causes secondaires de dépôt d'IgA, un ulcère en activité, des troubles psychiatriques, une ostéoporose vraiment sévère. Donc, c'est toutes les contre-indications finalement des corticoïdes. Alors, il faut toujours prévoir lorsqu'on met une corticothérapie, une prophylaxie au pneumocystis pneumoniae. Donc, on va faire du Bactrim et on va faire une protection pour l'ulcère gastrique, c'est-à-dire un tampon gastrique, et on va protéger les os avec du calcium. Bien sûr, c'est le traitement adjuvant des glucocorticoïdes. On va demander un régime demi-sel, régime pauvre en glucose, on va donner du calcium, on va donner de la vitamine D et on va protéger l'estomac. Donc, comme je vous ai dit, l'amygdalectomie n'est intéressante que chez la population japonaise, surtout pas chez nos patients. Bon, je sais pas comment on classe les Algériens, mais bon, peu importe, c'est certainement pas des Japonais. Donc, on ne fait pas l'amygdalectomie systématique chez les patients, comme ça a été le cas dans les années 70. Maintenant, on décide de mettre le patient sous corticoïdes. Ok, très bien. Mais il y a plusieurs schémas. Et le schéma dont je vous conseille, celui qui a fait ses preuves, c'est le LV. Donc, on va donner de la corticothérapie PEROS à dose de 1 mg kg jour. C'est-à-dire entre 0,8 à 1 mg kg jour, maximum 80 mg par jour. On va maintenir cette dose pendant 8 semaines, donc 2 mois. Et puis, on va dégraisser de 1 à 2 comprimés par jour. On va dégraisser de 2 comprimés chaque 2 semaines. J'espère que vous avez compris. Donc, on commence par 1 mg kg jour pendant 8 semaines, donc 2 mois. Et puis, après les 2 mois, on va diminuer de 2 comprimés chaque 2 semaines. Donc, chaque 2 semaines, il diminue de 2 comprimés et cette exposition totale va aller jusqu'à 8 mois. Donc, 2 mois de dose pleine et 6 mois de dégression. Voilà, il y a plusieurs autres schémas de Podzi où on va donner des corticoïdes par voie injectable, mais bon, ils ont trouvé que LV et OL, c'était le schéma le plus, celui qui donnait le plus de résultats. Donc, gardons ce schéma. Et d'ailleurs, il est plus simple que de donner des doses pleines de corticothérapie sur plusieurs mois, ou bien des perfusions de méthylprédnisolone. Plusieurs autres thérapeutiques ont été utilisées comme adjuvants, mais c'est-à-dire on n'a pas vraiment la preuve de leur efficacité. Donc, l'hydroxychloroquine, très connue dans la maladie IgA, n'a pas encore, c'est pas validé encore. D'autres thérapeutiques très intéressantes, c'est les corticoïdes locaux intestinaux. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que les actualités en physiopathologie ont démontré que la maladie de Berger commençait par une inflammation intestinale, qu'il y avait un problème au niveau des systèmes MALT. Il y a aussi plusieurs éléments en faveur de traitements qui inhibaient l'activation du complément, puisqu'à la base, le problème est à l'activation du complément. Je vous demanderai d'aller voir l'actualité en physiopathologie de la maladie IgA, où j'ai expliqué vraiment tout ça. Maintenant, tout ce qui est rituximab, ça n'a pas prouvé son efficacité. D'ailleurs, la physiopathologie ne parle pas du tout. Les lymphocytes B en question qui produisent les IgA malades n'expriment pas le CD20. Donc, tous ces médicaments ici dans ce tableau n'ont pas prouvé leur efficacité.
mis à part le MMF dans la population chinoise et l'amygdalectomie chez les Japonais. Autre chose, il y a eu, bon, c'est pas dans les cas d'IGO, mais il y a eu vraiment beaucoup d'études qui démontrent l'efficacité des inhibiteurs de SGLT2, donc dans la néphropathie IgA. Donc, ces inhibiteurs bien connus qui ont un effet néphroprotecteur, c'est les nouveaux néphroprotecteurs en néphrologie, ils avaient vraiment comment vous dire, une efficacité remarquable. Reste à valider parce que c'est des études très récentes, donc il faut vraiment plusieurs études. Voilà, et j'aimerais insister sur quelque chose que j'utilise moi-même. Il y a eu quelques études, j'ai lu plusieurs études très intéressantes qui parlaient de l'efficacité d'un régime sans gluten dans la maladie IgA, dans la diminution de la protéinurie dans cette maladie IgA. Et c'est quelque chose que j'ai vu moi-même dans ma consultation. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de preuves solides, que c'est pas encore tout à fait prouvé, mais personnellement, c'est mon expérience personnelle, un régime sans gluten chez les patients à maladie de Berger diminue vraiment la protéinurie, surtout lorsque le patient est vraiment sérieux dans son régime. Maintenant, parlons de le cas où l'IgA est associé à une progression rapide de la dysfonction rénale, c'est-à-dire une GNRP. Alors, il faut savoir qu'une progression rapide, que cette GNRP, normalement est définie dans la biopsie. En fait, elle doit être toujours associée à des croissants dans 50%, dans plus de 50% des glomérules. C'est très important. Donc, une GNRP clinique, donc augmentation de la créatinine dans les 3 mois. Et à la biopsie, on a des croissants dans plus de 50% des glomérules. Attention, en absence d'hématurie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on fait la biopsie, si on voit des caillots de sang obstruant les tubes, là, on ne peut pas dire que c'est une GNRP. C'est une insuffisance rénale aiguë secondaire à l'obstruction des tubes par le sang. Donc, si l'anapathe vous répond bloc d'hématie au niveau tubulaire, là, il faut revoir les choses. On va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'il faut faire. Mais si l'anapathe vous dit, alors que vous avez cliniquement une augmentation rapide de la fonction rénale, s'il vous dit, bien sûr, à côté de la prolifération endocapillaire, etc., des dépôts d'IgA, etc., il y aurait des croissants dans plus de 50% de glomérules. Ça, c'est très important en absence de causes autres, notamment l'hématurie avec l'obstruction des tubules. Donc, bien sûr, sans me répéter, la GNRP, c'est un déclin important de la fonction rénale de plus de 50% sur une durée inférieure à 3 mois. Donc, c'est une dégradation rapide de la fonction rénale. Il faut éliminer toutes les autres causes de GNRP, telles que les vascularités en cas, etc., mais aussi les causes toxiques, les causes pré- ou post-rénales. Il faut les éliminer. Il ne faut pas prendre tout comme une GNRP. En tout cas, une chose est sûre, pour définir une IgA avec le variant GNRP, il faut avoir la clinique et aussi la biopsie. C'est très important. Parce que si on a juste les croissants à la biopsie, on n'a pas la dégradation de la fonction rénale, ça ne rentre pas dans ce critère-là. Donc, il faut faire très attention à cette définition. Ce n'est pas tout ce qu'on voit comme dégradation de la fonction rénale est interprété comme une néphropathie à IgA avec une GNRP. Faites très attention. On doit avoir plusieurs conditions. Déjà, avoir cliniquement une dégradation de la fonction rénale de plus de 50% sur une durée de moins de 3 mois, c'est-à-dire une dégradation rapide de la fonction rénale. Après avoir éliminé toutes les autres causes d'une GNRP, telles que les vascularites en cas,
et une maladie de coup de pasture par exemple, toutes les vascularites. Et aussi éliminer les causes pré-rénales et post-rénales, mais aussi éliminer l'hématurie avec obstruction des tubules et avoir à la biopsie des dépôts d'IgA avec des croissants extracapillaires de chez plus de 50% des glomérules. À ce moment-là, on peut dire que c'est la variante IgA avec GNRP. Ici, on va dire qu'on va traiter ce cas de figure comme une vascularité à un cas, comme une GNRP à un cas. Et on va voir comment on traite ce type de pathologie dans les activités thérapeutiques des vascularités à un cas, qui va venir très vite après ce cours. Donc retenez, c'est très important, hein, la définition qui associe une dégradation de la fonction rénale avec élimination de toutes les causes, dont l'hématurie, attention, associée à des croissants dans plus de 50% de glomérules. Donc faites attention, la présence de croissants uniquement sans dégradation de la fonction rénale ne rentre pas dans cette catégorie. Ces patients-là vont être traités le plus normalement du monde avec des corticoïdes uniquement, avec une surveillance très stricte, parce qu'ils peuvent développer plus tard ce tableau-là. Maintenant, si on a une néphropathie à IgA avec insuffisance rénale aiguë, dans ce cas, quand on fait la biopsie, il faut faire très attention à ces fameux hématies dans les tubes. C'est cette obstruction tubulaire qui fait une insuffisance rénale. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va réhydrater au maximum le patient et normalement, il récupère dans les 2 semaines. S'il ne récupère pas dans les 2 semaines, il faut refaire la biopsie. Il y a quelque chose, peut-être qu'il y a des croissants qui sont passés, on est passé à côté, on a biopsié dans dans la mauvaise zone, etc. Donc, quand on a une insuffisance rénale associée à l'IgA, c'est des rares cas, hein. Dans ce cas, il faut d'abord éliminer cette hématurie sévère qui peut donner des thrombis au niveau des tubes. Et par la suite, faire une réhydratation importante pour pouvoir, laver toute cette hématurie, tout ce sang qui bloque les tubes, et le patient va récupérer au bout de 2 semaines. S'il n'a pas récupéré au bout de 2 semaines, on refait la biopsie à la recherche de croissants extracapillaires. Peut-être que c'est la variante en question. Si notre patient présente un syndrome néphrotique, là, c'est très rare. Dans ce cas, il faut aller vraiment voir en microscopie électronique les lésions LGM. C'est une forme à LGM associant des dépôts d'IgA. Et là, on va traiter comme une LGM, comme les guidelines de la LGM. Faites attention aux néphropathies à IgA qui présentent une protéinurie sans que ce soit un syndrome néphrotique. Là, il faut réfléchir à plusieurs cas de figure. Est-ce que ce n'est pas une HSF de réduction? Est-ce que ce n'est pas une HSF secondaire à l'obésité? Est-ce que ce n'est pas une glomérulosclérose? Est-ce que ce n'est pas une fibrose tubulo-interstitielle? Ça exprime plutôt, lorsque il y a une protéinurie non néphrotique, ça exprime plutôt une dégradation de la une mort des glomérules, une détérioration de l'état histologique rénal avec une HSF secondaire la plupart du temps. Maintenant, pour le purpura rhumatoïde, si jamais notre néphropathie à IgA est associée à des signes extra-rénaux, donc un purpura rhumatoïde avec une protéinurie, purpura rhumatoïde avec une GNRP, un purpura rhumatoïde avec une insuffisance rénale. Dans ce cas, on va traiter comme une vascularite à un cas. Donc, on va traiter comme une vascularite et dans ce cas bien précis, il faut savoir que certaines études ont montré l'efficacité et il est très intéressant d'utiliser les échanges plasmatiques. Donc, ce cas de figure, on va le voir dans le cours purpura rhumatoïde. Comment on gère une atteinte rénale au cours du purpura rhumatoïde. Donc, dans ce cas, on va faire vraiment un traitement, un schéma thérapeutique bien détaillé.
il faut aussi retenir, je vais vous le dire dans le purpura rhumatoïde, je vais le souligner vraiment, c'est que l'association d'un purpura rhumatoïde chez un adulte, il faut toujours éliminer un cancer. Il y a de fortes relations entre le purpura rhumatoïde et le cancer. Donc, faites très attention à ça. Je vais le souligner, le ressouligner dans le cours purpura rhumatoïde. Maintenant, dans le cas d'une malade porteuse de néphropathie IgA qui veut tomber enceinte, c'est un cas de figure assez fréquent parce que ça touche finalement une pathologie, une population jeune. Ces patientes-là ne doivent concevoir une grossesse que lorsque la protéinurie est au plus bas. Comme vous savez, on ne peut pas donner les IEC, les ARAD au cours d'une grossesse. Donc, il faut vraiment que la protéinurie soit bien stabilisée, la tension artérielle bien stabilisée avant de réfléchir à concevoir. Et peut-être, lorsque cette patiente tombe enceinte, il faut en fait évaluer le pour et le contre et proposer des immunosuppresseurs, notamment les murelles, les glucocorticoïdes, pour pouvoir traverser cette grossesse en toute sécurité. En tout cas, on n'accepte pas une grossesse si la patiente est instable, si la protéinurie est supérieure à 1 gramme, si la tension artérielle n'est pas équilibrée, si la patiente est obèse. Donc on règle tous ces problèmes-là. Et comme on ne peut pas utiliser les IUC et les ARA2, on va donner des corticoïdes si la protéinurie remonte. Donc, bien sûr, on va utiliser les immunosuppresseurs, un traitement immunosuppresseur dans les corticoïdes et les murelles dans les cas où la protéinurie quand même augmente. Et c'est seuls ces immunosuppresseurs qui sont acceptés en cas de grossesse. Voilà, j'espère que je vous ai bien décortiqué ces fameuses recommandations KDIGO 2021 et à la prochaine, Inch'Allah.